La présente table ronde s'inscrit, comme il a été indiqué sur le mail d'invitation, dans l'actualité. Le président de la République a convoqué les états généraux de la bioéthique pour que les citoyens puissent exprimer leur opinion. L'assistance médicale à la procréation y occupera, à ne pas en douter, une place centrale, et la question de la grossesse ou gestation pour autrui ne manquera pas de surgir. Ces états généraux constituent un préalable au débat parlementaire qui aboutiront à une législation. Si importante pour deux raisons. Premièrement, l'infertilité frappe un nombre important de couples. En tout cas, 8 à 10% à 18% selon les études consultent pour un problème d'infertilité. Je ne sais pas si je serai contredit par mes éminents collègues. Et donc, certains n'entrent pas dans les statistiques, soit parce que précaires, avec un accès général restreint aux soins, ils n'arrivent pas jusqu'aux hôpitaux ou aux cliniques, parce qu'ils ont choisi l'adoption d'emblée. D'autres, il y sera fait allusion pratique, ce qu'on appelle le tourisme procréatique de la procréation d'emblée. Qui plus est, la fréquence d'infertilité, au moins chez les femmes, augmente avec le temps, selon de multiples facteurs que sont les polluants probablement, la décision de plus en plus tardive de procréer. On a tous entendu parler de certaines firmes multinationales qui demandent, qui font congeler les ovocytes, les cellules féminines à leurs collaboratrices pour qu'elles puissent procréer plus tard. Également, augmentation de la fréquence de l'obésité et du tabagisme dans les deux sexes. La deuxième raison de l'importance de l'assistance médicale à la procréation, que j'appellerai AMP, est qu'elle bouleverse les circonstances de la reproduction naturelle. La reproduction naturelle, sous la couette, si j'ose m'exprimer vulgairement, associe sexualité et reproduction dans l'intimité de la chambre. L'AMP se déroule à l'hôpital en présence de tierces personnes, le gynécologue, le personnel soignant, fréquemment le psychologue et les biologistes, et sous l'ombre tutélaire éventuelle d'un donneur ou d'une donneuse anonyme, un donneur ou une donneuse de cellules de la reproduction. La procréation naturelle est extrêmement aléatoire. Dans l'AMP, certaines techniques permettent de sélectionner les embryons, à qui incombe la difficile décision, aux parents, aux médecins, aux deux, et que faire en cas de désaccord entre les protagonistes. Enfin, au plan de la société, l'AMP introduit le problème de la norme sociale, l'acceptation non de l'homosexualité, de la transsexualité, puisque maintenant ce cas augmente, et la limite d'âge licite pour la reproduction. C'est que certains gynécologues étrangers ont fait procréer des femmes de 60 ans ou plus. En dernier lieu, pourquoi en débattre à la synagogue ? Le président de la République, probablement sous l'inspiration de son maître à penser, Paul Ricoeur, a tenu à ce que les religions s'expriment dans les états généraux comme courant de pensée à part entière. La table ronde se déroulera en 4 parties. D'abord, le docteur Christine de Canter, chef de service du service d'assistance médicale à la procréation au CHU de Lille, et qui est plus que la régionale de l'équipe de l'étape. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'entendre plusieurs fois parler concrètement et de façon tout à fait pertinente des problèmes qui se posent. Donc nous présentera les différentes techniques de la procréation assistée qui ne sont pas forcément et de loin familières à l'ensemble de l'auditoire, ainsi que les problèmes éthiques qu'elle rencontre fréquemment. Dans un deuxième temps, le professeur Friedman, de renommée internationale, dont j'ai admiré, je lui ai dit, mais je le répète, dont j'ai admiré le chef-d'œuvre d'érudition que constitue son livre « Dieu, la médecine et l'embryon », nous fera revivre l'aventure d'Amandine, premier, entre guillemets, bébé éprouvette né en France, devenue mère elle-même, ainsi que le combat qu'il mène encore quotidiennement contre l'infertilité. Ensuite, le docteur
Elie Bodbol, éminent spécialiste des conceptions juives de l'éthique biomédicale, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, nous développera le point de vue du judaïsme traditionnel. Le professeur Friedman nous exposera ensuite les positions qu'il a adoptées à la tête d'un manifeste auquel s'associaient plus de 200. Combien il y en avait? Ce n'était pas compté un à un dans le manifeste du Monde de 2100. Oui, 200 gynécologues et biologistes, publiés en 2016 dans le journal Le Monde et repris dans son récent livre « Le droit de choisir ». Manifeste des médecins et biologistes de la procréation médicale assistée. Enfin, quelques mots de discussion entre les intervenants, puis surtout, la parole sera à la salle sous forme de petits papiers. Donc je donne la parole à Christine Decanter. Alors moi, je vais passer en revue les grandes techniques. Je vais passer en revue les grandes techniques et surtout essayer de faire le pont entre ces techniques. Prenez le micro, il marche bien. Ça va mieux comme ça ? Essayer de faire le pont entre les techniques telles qu'on les pratique dans le cadre de la loi actuelle. Là, vous m'entendez ? Oui. Avec un peu les problèmes qui sont soulevés lors de la révision de cette loi de bioéthique. Je vais commencer déjà par des généralités, mais qui sont extrêmement importantes dans l'actualité. C'est l'accès à l'AMP, les conditions d'accès à l'AMP en France. Vous savez qu'il n'y a pas de loi européenne. Il y a 18 pays qui ont une loi spécifique sur l'AMP. La France a été parmi les premiers pays à structurer et à encadrer de manière légale ces pratiques en 1994. Et c'est simplement presque 10 ans plus tard que tous nos autres pays, en tout cas frontaliers, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, ont créé leur propre loi d'AMP. Les pays qui n'ont pas de loi propre à l'AMP ont des guidelines, des sortes de guides de bonne pratique qui sont censés suivre. Il y a deux grands types de lois concernant l'assistance médicale à la procréation, et ça c'est très important. Il y a des lois qui sont basées, comme en France, sur le principe de l'infertilité. Il faut qu'il y ait une infertilité médicalement attestée pour avoir recours aux techniques de procréation artificielle. Ça, c'est le cas typiquement de la France, de l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche. Et d'autre part, il y a des lois qui sont basées sur la non-discrimination, comme au Royaume-Uni, en Belgique. C'est-à-dire que la France précise, la loi française précise qu'il faut un couple hétérosexuel, vivant et en âge de procréer. Donc l'âge a été plutôt inscrit dans le guide des bonnes pratiques, mais n'est pas, bien sûr, écrit dans la loi. Tandis que, par exemple, la loi du Royaume-Uni, j'aime beaucoup les termes, parle de présomption favorable devant une demande d'enfant, de qui qu'elle émane, et de second futur parent. Donc une loi extrêmement ouverte dans ces termes, sans donc ce cadre et pas d'obligation d'être infertile. Donc un accès aux techniques de procréation artificielle, même si on n'est pas infertile. Il y a eu une seule exception, je ne me trompe pas, René, c'est dans la loi française, on a pu accéder aux techniques de procréation artificielle sans qu'il y ait d'infertilité attestée, c'était dans le cadre du diagnostic préimplantatoire. Quand il y a un risque de pathologie mortelle ou extrêmement grave pour l'enfant, là, effectivement, on peut faire accéder aux techniques de procréation à un couple qui est tout à fait fertile, mais juste pour fabriquer des embryons, repérer les embryons qui sont porteurs de cette maladie gravissime et pouvoir ne transférer que les embryons qui seront sains. Donc voilà, c'était important de revenir là-dessus. En Belgique, c'est pareil, hein, la non-discrimination, une loi qui est vraiment basée sur l'autonomie du patient. C'est-à-dire que les médecins se disent qui nous sommes-nous pour juger de la légitimité d'un souhait d'enfant émanant d'une femme seule ou d'un couple homosexuel, voire de transsexuel. Donc voilà, ce sont des lois qui sont totalement différentes et c'est important de le comprendre pour voir, ça explique comment nos pratiques peuvent être autant différentes alors qu'on est tous frontaliers. Ça, c'était la première chose. L'ICSI, si on repart, donc ça, c'est les conditions d'accès à l'AMP. Si on repart à la technique, l'ICSI, vous savez, c'est une technique de fécondation in vitro où on choisit un spermatozoïde et on le fait rentrer de force dans l'ovocyte. Ça, c'est en cas d'infertilité masculine. Ce qui a été critiqué éthiquement au moment de la mise en place de cette nouvelle technologie, c'est
d'outrepasser en quelque sorte la sélection naturelle, de choisir le choix du spermatozoïde, et l'autre critique, c'était éventuellement peut-être de fabriquer une génération de futurs infertiles, puisqu'on pouvait mener les hommes infertiles enfin à se reproduire. On n'entend plus beaucoup parler de ces critiques-là, à vrai dire, et les patients qui nous consultent, ça leur passe vraiment par-dessus la tête, même quand on essaye d'évoquer le problème avec eux, ça leur est un peu égal. Voilà pour la FIV et l'ICSI. Les conditions d'accès, ça c'est capital, puisque on est en pleine polémique actuellement pour cela. Ensuite, le don de gamètes, don d'ovocytes ou don de sperme. En France, le don est anonyme et se doit d'être gratuit. L'anonymat, vous en avez entendu parler dans les médias, deviendrait peut-être dans le futur tout relatif, puisqu'on imagine qu'on aurait tous des banques d'ADN sur nos téléphones portables et on pourrait reconnaître tout le monde comme ça. Bon, je pense qu'on n'y est pas encore, mais ça fait fureur dans les médias en ce moment. Donc un anonymat peut-être dans le futur un peu relatif. C'est sujet à beaucoup de débats, effectivement. En Belgique, par exemple, on a une double possibilité, soit le don anonyme, soit le don non anonyme. En France, le principe de gratuité est extrêmement important et depuis 2-3 ans, depuis 2015 je pense, même un sujet qui n'a pas procréé peut donner ses ovocytes ou ses spermatozoïdes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a des pays comme l'Allemagne et l'Autriche où le don est dissocié. On a un asynchronisme de la loi, c'est-à-dire que le don de sperme est autorisé, mais pas le don d'ovocytes. Parce que ces pays reconnaissent un droit à l'enfant d'avoir une mère porteuse qui soit aussi la mère biologique. Donc pas de don d'ovocytes en Autriche et en Allemagne, c'est un peu étrange. J'ai découvert ça d'ailleurs il n'y a pas longtemps, je n'étais pas au courant. Mais par contre, il y a du don de sperme. L'actualité, là, c'est brûlante pour nous, c'est d'essayer d'avoir davantage de donneuses. Moi, j'avoue, je ne suis pas un médecin de reproduction qui a beaucoup connu, en fait, le don de sperme. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé avec le début de l'ICSI et on faisait énormément de dons de sperme avant parce qu'il y avait beaucoup d'hommes infertiles. Maintenant, avec 10 spermatozoïdes, même tordus, on peut faire une famille entière. Donc, du don de sperme, j'en fais, mais pas autant que mes prédécesseurs, ça c'est sûr. Mais par contre, moi, j'assiste à la vague de tourisme procréatif pour le don d'ovocytes, avec des femmes qui partent à l'étranger, où elles sont prises en charge sans aucun délai. On prend rendez-vous sur Internet, on est reçu le mois d'après, et le mois d'après, on a un transfert d'embryon. C'est souvent en Espagne, qui est un pays ultra-libéral pour la PMA. Et ce qui me chagrine parfois, c'est qu'il n'y a pas du tout de suivi psychologique, d'encadrement, pas de barrage. En Belgique, en revanche, toutes ces techniques-là sont très encadrées sur le plan psychologique, ce qui est parfois plus facile, je pense, pour les patients qui ont recours à ces techniques pour les assimiler tout simplement. Alors, en France, pour ce qui concerne ces différences de conditions d'accès qui sont discutées actuellement pour la loi de bioéthique, j'ai souvent l'impression, et j'en avais d'ailleurs discuté avec René Friedman pour un autre topo, c'est qu'on a une façon de pratiquer l'éthique qui est une éthique de précaution, d'ultra-précaution et surtout d'anticipation. C'est-à-dire que même entre nous, dans les communautés scientifiques spécialisées en reproduction, on a quand même souvent des voix qui s'élèvent en disant « mais oui, mais si on autorise les homosexuels, alors comment on va faire pour ça ? Et s'il y a ça qui arrive, et qu'est-ce qu'on va faire ? Et s'il y a ça qui arrive, etc. » C'est toujours l'apocalypse qui est annoncé. Et quand on en discute avec les médecins belges, et Dieu sait si on en est proche, nous, à Lille, je travaille beaucoup avec les Belges, ça se termine toujours par un fou rire, parce que quand je leur ai demandé, parce que j'ai procédé une petite enquête avant ces états généraux de bioéthique, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème éthique pour l'insémination chez les homosexuels ? Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais aucun, nous, on n'a jamais eu de problème éthique avec les homosexuels. Alors, les Belges, ils ont décidé autrement. Pas d'éthique d'anticipation, mais une éthique de construction. Ils se sont dit, on va faire, mais par contre, on va cadrer à mort. Entretien avec les psychologues pour juger vraiment de la légitimité de la demande et de l'accueil de l'enfant, parce que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est capital en médecine de la reproduction. Et puis, ils se sont dit, on verra bien les problèmes éthiques qui se posent, et après, on fera une loi en encadrant les choses. Donc, éthique d'anticipation et de précaution pour la France, et en Belgique, une éthique de construction basée sur des faits réels, les vrais faits rencontrés.
Et à dire vrai, quand on discute avec eux, ce qui leur pose le plus de problèmes par rapport aux avis des psychologues, ce sont peut-être les inséminations chez les femmes seules, parce que c'est peut-être plus difficile d'élever un enfant quand on est isolé et sans finalement structure conjugale, quelle qu'elle soit. Alors, le principe de l'anonymat et de la gratuité du don en France fait qu'on manque de donneurs, que ce soit pour le sperme ou les ovocytes, malgré les campagnes qui sont réitérées dans les médias régulièrement. Voilà, ici, on a un tourisme procréatif qui est extrêmement important actuellement et qui parfois nous soucie un peu. Maintenant, je vais en venir à l'accueil d'embryons. En France, le double don est interdit. On a préféré constituer des banques d'embryons qui n'ont plus de projet parental. Une famille a eu le nombre d'enfants qu'elle souhaitait avec ces embryons obtenus en fécondation in vitro. Si elle a des embryons surnuméraires, elle peut choisir soit de les garder stockés en payant un droit de banque qui est très, très modeste, voilà, soit de les donner à la science, soit de demander leur destruction, soit de les donner à un couple qui présente une double infertilité. On constitue donc des banques et ensuite on fait un appariement pour donner ces embryons. Donc il y a une session qui est faite chez le juge pour que ces embryons n'appartiennent plus au couple qui en a été à l'origine, et ensuite ces embryons sont donnés à un couple receveur. C'est une pratique qui reste très confidentielle parce qu'on a peu d'embryons bien sûr à donner. Pour vous donner une idée, au CHRU de Lille, qui est quand même un très gros centre d'ANP, on doit faire 10 accueils d'embryons par an, ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux 2000 cycles qu'on fait d'ordinaire. La préservation de la fertilité, ça c'est vraiment aussi au goût du jour. Vous savez qu'en France, on fait déjà de la préservation de fertilité, surtout avant des traitements pour cancer qui risquent de rendre infertile plus tard, après la chimiothérapie notamment. Chez la femme, ça consiste soit à congeler du tissu ovarien, dans le but de le regreffer plus tard, soit à congeler des ovocytes. Chez l'homme, bien sûr, c'est la congélation de sperme. On a en France une loi qui est sous-exploitée pour la préservation ovocytaire, enfin, en tout cas, parce que le texte de loi dit que tout patient qui sait sa fertilité menacée, pour des raisons médicales ou autres, et donc l'élargissement de la loi, il est dans le « ou autre », a le droit de faire conserver ses gamètes ou son tissu germinal. Cette loi, elle est sous-exploitée parce que finalement, il n'y a pas que dans le cancer qu'on peut congeler les ovocytes. Et même si je voulais être provocatrice, je pourrais dire que per se, la fertilité féminine est prématurément altérée, puisqu'on est bien plutôt infertile que vous les hommes. Donc un bon avocat dirait n'importe quelle femme peut congeler ses ovocytes, après tout c'est dans le cadre de la loi. Bon, sans entrer dans ces cas caricaturaux, ce qui est certain, c'est que dans les pathologies bénignes, ou lorsqu'une femme se voit diagnostiquer une réserve ovarienne très basse, même si elle est jeune, elle a le droit, à l'heure actuelle, mais c'est très peu fait en France, de congeler ses ovocytes pour le cas où elle rencontrerait quelqu'un 10 ans plus tard et que ses ovaires ne fonctionneraient plus. Donc, il y a une demande de révision de la loi de bioéthique concernant ce qu'on appelle l'autoconservation ovocytaire dite sociétale ou de convenance personnelle. L'image qu'on en a ou qui est donnée dans les médias, c'est la working girl qui décide, je sais pas, qui fait passer sa carrière, qui veut une grosse maison, un chien, une grosse voiture avant de faire un enfant. C'est pas toujours si simple. Et qui voudrait comme ça congeler ses ovocytes pour se donner toute latitude de faire ce qu'elle veut. Et effectivement, on voit se monter, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, des banques d'ovocytes à but extrêmement lucratif, avec des taux de réutilisation qui sont ultra bas, moins de 10%. Et ça aussi, ça peut également questionner. Donc je pense qu'il faut ne pas interdire en tout cas l'autoconservation d'ovocytes. Il faut laisser, je pense, l'autonomie aux patients. Ça, c'est extrêmement important. Le médecin doit laisser l'autonomie aux patients, mais une autonomie encadrée avec surtout un très bon conseil. Si la working girl à 30 ans a des super ovaires avec plein d'ovocytes dedans, il faut plus lui dire c'est pas la peine, c'est des super ovaires, il vaut mieux surveiller tous les 2 ans, et si jamais ça bouge un peu, à ce moment-là, on congélera pour le cas où vous n'auriez pas rencontré le prince charmant. Voilà, je pense que c'était les grands axes que je voulais aborder ce soir, et je ne voudrais pas vous priver du temps avec mes 2 prestigieux co-orateurs. René Schriemann. C'est moi ? Oui, c'était vous. Dans votre
Tout d'abord, merci de cette invitation à vous voir ici dans cette synagogue. Attentif effectivement à un problème qui est difficile, sur lequel nous avons réfléchi, travaillé, confronté depuis maintenant de nombreuses années, puisque ça fait à peu près 40 ans, comme vous savez, que la première naissance après fécondation in vitro a eu lieu en Angleterre, suivie donc d'Australie, de la France et des États-Unis. En fait, ça a été une grande transgression. Ça a été une grande transgression que de mettre en contact à l'extérieur du corps de la femme le spermatozoïde et l'ovule. C'était une transgression parce que ce qui était invisible jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire le tout début du début d'un être humain, est devenu observable au microscope, et ce qui était intouchable, toujours ce début de l'être humain, est devenu manipulable, puisque on peut, d'un embryon, lorsqu'on parle d'un embryon, c'est un petit cercle d'un dixième de millimètre qui a plusieurs cellules à l'intérieur. Ça n'a pas l'aspect d'un petit baigneur, hein, c'est quelques cellules, mais c'est quand même un embryon qui a un potentiel de développement, et on peut même prélever une de ces cellules pour l'analyser. C'est dire qu'on peut être invasif, et donc cette façon de faire est incontestablement une transgression. Certes, on est habitué, particulièrement dans la culture juive, je dirais, aux infertilités, aux stérilités, puisque toutes les matriarches ont été infertiles et ont eu des enfants bien tard, sans parler de Sarah à 90 ans, mais toutes les autres aussi, il y a toute une série donc comme ça. Donc c'est vrai que le désir d'enfant est quelque chose de très fort dans toutes les traditions, bien entendu. Et que là, ce désir d'enfant qui ne pouvait aboutir, on a trouvé une solution, mais qui était transgressive, d'où les inquiétudes de dérive, toutes les inquiétudes de modification de la nature, bien entendu. Et effectivement, aujourd'hui, un enfant pourrait naître de plusieurs parents. Il peut naître, si vous voulez, à partir d'un ovule d'une femme, et même une deuxième femme pourrait donner une partie de l'ovule, ce qu'on appelle les mitochondries, c'est-à-dire qu'il y a le noyau et puis ce qui entoure le noyau. Ce qui entoure le noyau pourrait venir d'une autre femme, donc ça fait déjà 2. Puis il pourrait y avoir une fécondation par du sperme d'un homme. Une troisième femme pourrait porter l'enfant. Et une quatrième femme pourrait élever l'enfant. Et un autre homme qui a donné le sperme pourrait également élever l'enfant. Donc vous voyez, ça fait 6, c'est déjà pas mal, sans parler des recompositions possibles dans l'avenir, ce qu'on est habitué maintenant à voir, et sans parler des pères spirituels qui peuvent encore exister. Donc cette transgression, je dirais, nous amène à vouloir réglementer, entre guillemets, mais ça a été un débat, à savoir, faut-il une loi ? Est-ce qu'on est capable de s'auto-réglementer ou faut-il une loi pour imposer ? Quand on regarde un peu l'évolution de notre société, on est quand même un peu frappé par la montée forte d'un individualisme et d'un j'ai le droit à, qui fait que, effectivement, s'il n'y a pas de règlement pour vivre ensemble, il peut y avoir, je dirais, des excès. Et les excès, ils ont eu lieu tout récemment. Vous avez pu voir qu'il y a un Japonais qui a 13 mères porteuses, donc 13 enfants. Il s'est payé 13 femmes qui portent des enfants. Effectivement, il y a la course à l'échalote avec en Italie encore une femme de 70 ans qui a accouché d'un enfant. Il y a en Chine des recherches qui se font sur le clonage, qui est cette espèce d'auto-reproduction, puisque le clonage, c'est je prends le noyau de ma charmante voisine, je le mets dans un nouveau site de location, et une petite de Canter risque de naître. Donc ça veut dire que Christine a voulu un enfant seul, mais non seulement elle le voulait seul, mais il est seul d'elle-même. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre, n'est-ce pas? Puisque c'est à partir de ses propres chromosomes qu'un autre embryon individu pourrait être formé. Ça, c'est le clonage. Une parenthèse,
La France et l'Allemagne ont voulu, en 2005, interdire le clonage comme une agression par rapport à la personne humaine. Il se trouve que j'étais dans la délégation française à l'ONU, qui avait l'Assemblée générale de l'ONU, et j'ai pu voir avec tristesse que cette proposition n'a pas été acceptée. Elle n'est toujours pas acceptée, il n'y a toujours pas d'interdiction du clonage. Il y avait à l'époque 3 groupes. Un groupe où c'était Bush et compagnie, avec surtout les États du Vatican et de l'Amérique latine, qui disaient « D'accord, on interdit le clonage, parce qu'on n'est pas pour, mais à ce moment-là, vous interdisez et la fécondation in vitro, et l'avortement, etc. » Donc, blocage. Les pays, on va dire, du Moyen-Orient étaient « On va voir un peu si ça marche ou si ça ne marche pas. » On ne peut pas tout de suite s'y opposer. Donc, il s'est retrouvé qu'une petite minorité. Je ferme la parenthèse, mais pour dire que très vite, ce genre de transgression et de possibilités nouvelles invoque un engagement politique, une compréhension de ce que c'est que la société, ce que c'est que de vivre avec l'autre, et d'avoir des règles où chacun puisse s'y retrouver. Et ce qui est aujourd'hui, après avoir écouté ce que vient de dire Christine, c'est sur les différentes techniques sur lesquelles on peut débattre, et puis il y en aura d'autres demain, ça ne va pas arrêter. Des propositions, soit de combinaisons différentes, soit des véritables avancées scientifiques, mais on reviendra dessus tout à l'heure parce qu'on est assez en retard là-dessus. Mais en fait, tout cela, à l'ouverture, encore une fois, de cette période de réflexion éthique particulière à la France, parce qu'il n'y a pas, les autres pays ne renouvellent pas constamment, mais nous, c'est comme ça, profitons-en, ayons un débat. C'est peut-être l'occasion de revenir sur des principes généraux. C'est-à-dire que le désir d'enfant est quelque chose de fabuleux. La procréation, bien entendu, se reproduire et d'avoir une descendance qui, sauf volontairement, et il faut reconnaître aussi le droit d'un homme ou d'une femme à ne pas vouloir se reproduire, c'est son droit. Mais dans la majorité des cas, c'est quand même, non seulement une mitzvah, mais c'est quand même une volonté forte. Et toute naissance, on peut dire, est une victoire sur la mort. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Mais quels sont les principes sur lesquels on pourrait réfléchir, qui ensuite pourraient décliner sur chaque méthode nouvelle ou pas, qui est proposée ici ou là? Et pour ma part, je crois qu'il y a 2 principes généraux que j'aimerais souligner. Le premier, c'est toujours de se préoccuper que le désir que l'on peut avoir d'obtenir quelque chose, et là, de projeter un désir d'enfant, ne se fasse pas au détriment de quelqu'un d'autre. Le détriment de quelqu'un d'autre, ça pourrait être de prendre de force, ou sans prévenir, ou sans consentement, le matériel nécessaire à la fabrication de cet embryon. Ça pourrait être aussi, justement, je parlais du clonage, c'est-à-dire de décider à l'avance de telle ou telle caractéristique de l'enfant. C'est-à-dire de plus, parce que on a été enfant, on l'est peut-être encore, hein, d'ailleurs, tant mieux, mais on a tous joué entre 2 images, c'est-à-dire une image maternelle et paternelle. On les a souvent opposées, qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas, et entre les deux, finalement, on s'est fabriqué. Donc, l'auto-reproduction de ce que j'évoquais tout à l'heure avec le clonage est une façon d'une emprise sur l'enfant à venir, ce d'autant que l'on pourrait en plus donner ou essayer de caractériser avec soi-disant tel ou tel quotient intellectuel, tel ou tel avantage de l'homme augmenté qui a telle ou telle capacité, telle taille, je ne sais quoi. Et vous savez qu'aujourd'hui, il existe aussi des techniques sur lesquelles justement il faudra bien réfléchir, qui consistent à avoir des ciseaux génétiques, c'est-à-dire à couper un gène qui est défectueux, à tenter de le remplacer, et donc on arrive à fabriquer de l'humain, et c'est pour demain. C'est déjà d'ailleurs vraisemblablement en cours en Chine en particulier, où il n'y a pas de comité d'éthique nationale, je vous le dis tout de suite, mais vous en doutiez. Et voilà, donc on est en face, si vous voulez, de techniques qui avancent et qui pourraient, figer ou projeter ou décider de quel type d'enfant on veut. C'est d'ailleurs déjà... On pourrait discuter du choix du sexe, par exemple. Est-ce que le sexe est une maladie, c'est pas une maladie? J'entends garçon ou fille.
Et donc, dans ce cadre-là, est-ce que ça doit rentrer en ligne de compte? Alors, on sait, par exemple, qu'en Israël, pour certains couples qui ont 4 fois ou 5 fois ont tiré au sort la même chose, ils peuvent demander un choix de sexe différent. Donc vous voyez, ça varie selon les pays et c'est comme ça. Premièrement, ne pas abuser ou nuire à quelqu'un parce qu'on a un désir louable, certes, d'un désir d'enfant. La deuxième chose, c'est donc de penser aussi, est-ce qu'on avance vers la commercialisation du corps? Depuis 40 ans, j'ai vu quand même le marché rentrer dans le monde de la reproduction. Au début, on n'y était pas du tout. Aujourd'hui, si on regarde à l'échelle mondiale, et il faut regarder à l'échelle mondiale, parce que nous avons en France, d'une part un cadre, d'autre part 70 000 tentatives de fécondation in vitro par an. Mais savez-vous combien il y a de fécondation in vitro aujourd'hui en Chine? Il y en a 600 000. Et dans 2 ans, il y en aura 1 million. Savez-vous combien il y a de centres de fécondation in vitro en Jordanie? Il y en a 14. Savez-vous combien il y en a en Égypte? Il y en a 40. Donc on est dans une situation mondiale où telle ou telle avancée, entre guillemets, pourrait se faire ici ou là. Il n'y a pas de règlements éthiques généraux, universels, mais il y a des problèmes qui sont posés. Et les problèmes qui sont posés, c'est, pour moi, c'est 2 lignes, et j'en resterai là pour laisser un peu de temps à la discussion. La première, c'est faisons attention aux personnes fragiles, que ce soit l'enfant ou d'autres personnes qu'on pourrait abuser, aliéner à son propre profit. Et la deuxième, c'est de tout faire pour éviter la commercialisation du corps, parce que si on commercialise le corps ou les tissus du corps, on aboutit à autoriser, parce qu'on ne voit plus quel est l'argument, à vendre un organe, à vendre, je dirais, son temps, à revenir à une forme d'esclavage. Donc voilà les 2 principes généraux que l'on pourrait, me semble-t-il, appliquer à la panoplie des techniques que Christine a évoquées, qui mériteraient chacune de revenir, mais on y reviendra un petit peu.